les grandes gueules avec aujourd'hui Jérém Star dans le grand oral des GG. La vérité, toute la vérité. Le livre est aux éditions Hugo Images où quand Jérém Star rétablit la vérité en ce qui concerne le scandale dans lequel il a été impliqué, et surtout cette espèce de maelstrom dont on n'arrive pas à se sortir, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Question de monsieur David Dickens. Alors, il y a eu, nous quand on a dit qu'on recevait Jérémy aujourd'hui et que je parlais du livre et notamment que j'avais été touché par Jérémy dans ce livre, on m'a fait un procès en disant que je défendais le vide abyssal. Donc il y a une certaine haine que suscite le personnage. Évidemment, quand on a 2 millions d'abonnés et pour la plupart des adolescents et liés à la télé-réalité, c'est compliqué. D'où la polémique d'ailleurs. Alors nous, on se tutoie un petit peu parce que on partage le même barbier OV Concept, Mehdi et Coco qui sont les meilleurs barbiers de Paris qu'on embrasse. Et excusez-nous. Il fait ses placements de produits, il est malin. Influenceur 2.0, ça y est. Donc dans le bouquin, tu dis à un moment que ce que tu as vécu était pire que la mort. Est-ce que tu peux préciser ce sentiment précis, ce sentiment que tu avais à ce moment-là? Ouais, parce que voilà, quand on est mort, on n'existe plus. Mais là, en fait, j'existais sans plus exister. Enfin, c'était horrible. J'ai dû me remettre, j'ai dû me mettre, pas me remettre, parce que c'était la première fois en retrait, faire une détox numérique, et c'était abominable. D'habitude, j'avais le réflexe de prendre mon téléphone, de snapper, de réagir tout de suite dès qu'il y avait une polémique. Là, je ne pouvais pas. L'affaire était trop grave. On aurait détourné mes propos, on se serait foutu de ma gueule. C'était pas possible. Et c'était horrible en fait d'être réduit au silence, de pas pouvoir clamer mon innocence. C'était atroce de se lever tous les matins. J'arrivais pas à dormir. Je regardais le plafond pendant que mon mec s'endormait. J'angoissais de l'entendre ronfler pour pas me retrouver tout seul. Je savais que le lendemain, dans de la presse poubelle, allait sortir des trucs ignobles avec ma tronche dessus, avec marqué des horreurs. Et je me disais, mais comment je vais m'en sortir en fait? Enfin, et puis ça continue sur Twitter, cette machine comme ça qui... C'était horrible, j'étais complètement dépassé, en pleine dépression au fond du trou. Vous avez pensé au suicide? Vous avez pensé au suicide? Non, jamais se suicider pour du cyberharcèlement. Personne ne mérite qu'on mette fin à ces jours, encore moins des cyberagresseurs. J'avais juste envie de fermer les yeux, de dormir quelques jours. Mais... Il y a des adolescents malheureusement qui mettent fin à leur jour parce que... Ces adolescents sont victimes du cyberharcèlement. Ouais, non, pas du tout. J'ai jamais pensé au suicide. Je savais que j'allais me rétablir et revenir. Et mon combat, je le veux en vie. J'ai envie d'être plus vivant que jamais, donc certainement pas. Justement, maintenant, vous portez une parole et vous voulez interpeller les pouvoirs publics sur ce qui vous est arrivé et qui peut, ce harcèlement numérique, toucher n'importe qui. Vous avez écrit au nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, monsieur Cédric O, qui est chargé du numérique, qui remplace Mounir Majoubi, pour lui dire quoi en fait? Pour lui demander un entretien, parce que je pense que, voilà, sans prétention aucune, avec quasiment 2 millions d'abonnés, j'estime pouvoir parler de mon expérience et avoir... on va dire, les personnes nécessaires à qui diffuser un message. Si ma notoriété peut servir à quelque chose et qu'à travers mon histoire, je peux, en tant que victime, apporter des idées de solutions et travailler sur justement ce combat du harcèlement numérique, je serais le plus heureux. Aujourd'hui, les ressources, encore une fois, que propose la loi, pour moi, sont insuffisantes, presque inexistantes. Alors, il y a une nouvelle loi, celle qui est menée par Laetitia Avia, une proposition de loi qui vise à lutter contre la haine sur Internet. Mais est-ce qu'on peut vraiment lutter contre ces réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut vraiment les attaquer? Moi, il y a un truc qui me met hors de moi. Quand il s'agissait de protéger les intérêts financiers, le gouvernement a prouvé qu'il était capable d'agir et d'être moderne avec cette loi Hadopi, un avertissement, une amende, d'interdiction de contracter une ligne Internet. Pourquoi ça n'est pas pareil pour les cyberagresseurs? Pourquoi on ne fait pas déjà un fichier national des cyberagresseurs et on ne leur interdit pas de contracter au bout d'un certain nombre de condamnations? On a leur nom, on a leur adresse, on a leur identité, leur adresse IP. Parce que quand on demande à Facebook de donner l'identité, ça prend un temps pas possible. Mais Facebook refuse souvent. Oui, alors quand il s'agit pareil d'ouvrir les fichiers d'abonnés aux publicitaires, là c'est très facile, mais comme me l'expliquait la justice, enfin les policiers, c'est très compliqué de collaborer avec les réseaux sociaux parce que ça prend un temps pas possible. Mais personne n'est anonyme de toute façon sur les réseaux sociaux. Et moi, tous les cyberagresseurs que j'ai attaqués, on a aujourd'hui leur identité, ils sont mis en examen. Tu voulais réagir là-dessus? Non, je vais réagir. Tu ne crois pas à la lutte contre le cyberharcèlement? Si, moi j'y crois. Et je pense que pour le moment, on est sous la domination des GAFA. Et je pense qu'il faut qu'on ait le contrôle des algorithmes. Je pense que la première étape est bien évidemment que Twitter, qui est probablement la plateforme la plus difficile à manœuvrer, puisse s'ouvrir et avoir une réactivité, comme vous le décrivez très bien sur Snapchat, où
et Instagram, qui répond assez vite, qui globalement met les outils de contre-mesure. Mais Twitter est quand même très fermé pour le moment. Et je pense que l'identification de la personne est une chose. Ceci étant, vous prenez une carte prépayée, vous ouvrez votre compte Twitter et on retrouve une problématique d'anonymat. En revanche, c'est d'avoir le contrôle sur l'algorithme. Et que les GAFA, les réseaux sociaux doivent mettre en place des dispositifs qui, quand la menace est avérée, qu'elle soit terroriste ou une fake news qu'on a vue sur les Roumains il n'y a pas si longtemps et maintenant sur la vôtre qui a duré beaucoup plus longtemps, l'action soit immédiate. L'arrêter immédiatement. Immédiatement. Et là, il y a une problématique juridique, une problématique technique, une envie des réseaux sociaux qui, pour le moment, n'est pas là. Alors, ça se tombe bien, ce matin, Cédéco recevait Twitter sur ces sujets. Et je pense qu'à l'avenir, on sera amené à le faire. Et la législation doit évoluer. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur le livre, parce que mais on parle de Twitter juste pour finir là-dessus. À quand aussi des directeurs de publication et des gens pénalement responsables? Moi, directeur de publication sur mes sites, j'ai été condamné en nom propre pour des sites, des articles que je n'écrivais pas. Pas un site de publication, vous êtes responsable de votre propre contenu, donc il va falloir inverser la législation. Non, mais c'est trop facile, c'est quand ça les arrange. Je dis pas que tu n'as pas tort. Il y a une différence avec les comptes de personnalités qui ont au sein de ces réseaux sociaux des personnes normalement affiliées à les accompagner en cas de problème. Donc ça veut dire que quand tu as 2 millions d'abonnés comme Jérémy et tu t'en sors pas, comment va faire c'est nous. Comment va faire Johanna en Picardie alors que Jérém Star avec 2 millions d'abonnés, ce qui est ouf, n'arrive pas à faire retirer le contenu et à faire avancer les choses. La difficulté, vous le décrivez assez bien, il y a quand même une justice à deux vitesses, parce que ce que vous dites dans votre livre, si c'est vrai, quand on parle de Laura Smet, où il y a une information qui part au moment de la maladie de son père, visiblement l'information est arrivée et stoppée très vite. C'est arrivé dans ma boîte mail. Et vous êtes convoqué par la police? J'ai été convoqué par la police judiciaire, très peu de temps après, parce qu'effectivement c'était Johnny Hallyday, ça aurait été Mylène Farmer. Mais vous l'aviez mis dans votre boîte mail? Jérém Star, on le reçoit pas. Mais vous l'aviez publié? Non, je l'ai pas publié. Donc le simple fait que ça arrive dans votre boîte mail, la police... Le pirate a avoué. Et j'ai ensuite été entendu, mais ça a été extrêmement rapide. Expliquez-nous, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, encore une fois, n'oubliez pas, tout le monde ne l'a pas lu. Laura Smet, c'était quoi? Donc, un pirate a piraté sa boîte Facebook et m'a envoyé en fait par mail toutes ses conversations, donc sur sa vie privée, donc à Laura Smet, mais également sur le fait qu'elle échangeait avec un ami sur la maladie de son père. Ce pirate m'a affirmé que un magazine lui avait fait à l'envers et ne l'avait pas payé ou je sais plus trop quoi, donc il voulait me le balancer à moi pour que je le sorte avant, chose que je n'ai bien sûr pas fait parce que ça va beaucoup trop loin. Et puis voilà, j'ai essayé de contacter Laura Smet via l'ami à qui elle parlait. Je pense qu'elle a eu le message et puis j'ai été convoqué, mais sans rire, peut-être quelques semaines après, ça a été donc là, immédiat. Ça a été très vite. Donc la justice, quand elle veut aller vite, peut le... Bien sûr, elle peut accélérer. Bien sûr. Et aujourd'hui, moi, j'ai un procureur, en tout cas le procureur de Nîmes, à qui j'ai envoyé, via mon avocate, de multiples courriers en le suppliant, vu le préjudice subi, d'être reçu pour être entendu en tant que témoin, pour avoir, je sais pas, un document qui me permet de retrouver Ardisson, qui me permet de retrouver mes marques. Quand je lui demande de me recevoir pour m'écouter et qu'il se rende compte qu'il n'y a rien, et ben en fait, on me reçoit pas, on m'a pas reçu en 1 an et demi, même en tant que témoin. C'est quand même... J'arrête pas. Quel est le préjudice financier pour vous? Perte de 200 000 euros. De chiffre d'affaires au sein de ma société, c'est énorme. J'ai perdu tous mes partenaires. Je rapportais 5000 nouveaux clients à Uber. J'étais l'influenceur numéro 1 en Europe pour Uber. J'ai été jeté comme une merde dès qu'il y a eu cette polémique. On a désactivé mon code chez Uber sans même me remercier. Rien. Voilà. Donc le préjudice a été total. J'ai tout perdu. Tout. Ardisson, mes partenaires financiers, les frais d'avocat, on n'en parle pas. Attendez, je voudrais Thibault Langsade. Je voudrais juste comprendre quelque chose, et plutôt sous l'angle entrepreneurial. D'abord, le livre, pour moi, c'est de l'anthropologie. Je veux dire, c'est que j'avoue que je suis pas du tout la cible. Et que je découvre beaucoup de choses. Alors, je vais en parler avec mes enfants, ça me donnera des sujets complémentaires. J'ai été touché par votre sensibilité et ce qui vous est arrivé, parce que je pense que la souffrance est vraiment réelle et palpable dans le livre. Mais je voudrais comprendre ce que c'est qu'un influenceur. C'est que, et alors je le dis sans tabou, de façon très, très entrepreneuriale, vous avez une entreprise, vous avez des salariés,
vous vous levez le matin, vous influencez, vous avez des marques, vous avez des contrats avec des sponsors, ça génère un chiffre d'affaires. Et est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce que c'est qu'aujourd'hui influenceur et pas uniquement l'image de quelqu'un qui est derrière un outil, qui se fait prendre en photo et qui donne un commentaire plutôt people sur... Ouais, alors, oui, un influenceur, c'est quelqu'un qui est extrêmement suivi, qui va travailler avec des marques. Vous avez des contrats avec les marques ? Oui, bien sûr. Les marques rémunèrent aujourd'hui grassement des influenceurs, par exemple, comme moi, qui ont des millions d'abonnés, parce que les retombées sont un contrat de marque sans citer la marque ou citer la marque, ça représente combien ? Ça rapporte combien ? Ça dépend de l'opération qui est menée. Moi, je peux facturer entre 10 000 et 50 000 euros l'opération. Ça dépend absolument. Et vous avez des... Et en fait, on met en place avec la marque tout un contenu, toute une mise en avant d'un produit. Alors moi, je refuse de faire les blanchiments dentaires, les thés qui foutent la diarrhée, toutes ces conneries, parce que il y a aussi tout un tas de trucs. Voilà. Vous avez une éthique. Voilà, j'ai une éthique et je sélectionne des marques. éditoriale. Non, mais j'ai une éthique quand même, parce que je sais que je m'adresse à des jeunes et que ma parole va être écoutée par ces jeunes qui s'identifient à moi et qui peut-être vont être influencés. Donc je fais attention de ne pas leur vendre n'importe quoi. Vous avez des collaborateurs ? Oui, j'ai des collaborateurs. Qui travaillent sur les contenus avec vous Alors non, je travaille sur les contenus. Mon personnage alimente, on va dire, régulièrement les réseaux sociaux, tout ça. Effectivement, à côté, j'ai des personnes qui cadrent ma communication, mes contrats. Tout est cadré. J'ai une vraie équipe derrière, une directrice de la communication, du développement de l'entreprise. Voilà, je suis pas tout seul dans ma chambre comme on a souvent cette image des youtubeuses beauté qui se filment avec une caméra. Non, c'est un vrai travail. Il y a une structure. Je paye mes impôts. J'ai une société. Donc c'est quelque chose à faire tourner. Et pendant la polémique, c'était très dur. Il est en contact avec les directeurs communication et marketing des boîtes. Ensemble, on identifie le besoin et on crée une expérience. Les influenceurs, en fait, c'est un métier. En fait, un influenceur, pour résumer très facilement, est une agence de com digital presque. C'est vrai. Voilà. Et les résultats sont immédiats. Et on peut surtout les quantifier avec des liens traqués. Quand vous dites que vous avez perdu 200 000 euros, par exemple, dans votre livre, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est surtout l'émission avec Ardisson. Oui. J'ai l'impression que pour vous, c'est même presque plus important que ces milliers et milliers d'euros que vous avez perdus. Ouais. Parce que, est-ce que c'était quelque part une crédibilité de Jérém Starr, Ardisson, qui sortait de sa baignoire et qui montrait qu'il pouvait aussi avoir quelque chose dans la tête. Et ça vous marque... c'est le combat, ça aussi, de ma vie, c'est retrouver Ardisson. Ardisson a été le premier à me sortir de ma baignoire. J'avais fait une vidéo avec lui, on le voyait me sortir de ma baignoire. Et il m'a sorti de ce monde aquatique d'interviews que je faisais justement dans mon bain, en m'ouvrant finalement aux vraies réalités du monde, aux problématiques sociétales, politiques. Et c'était un autre monde. Mais j'ai tellement appris avec cet homme, c'est mon papa spirituel de la télé. Il me manque énormément. Enfin, ce que je faisais là-bas, c'était la meilleure chose que j'ai pu avoir depuis que j'ai lancé mon personnage. Mais maintenant que vous êtes réhabilité, j'allais pas dire blanchi parce que vous étiez accusé de rien formellement, mais en tout cas réhabilité, qu'on a compris ce qui vous est arrivé, ça va revenir, ça, non ? Tout le monde s'est pas bien comporté. Je pense pas. C8 n'a pas l'air bien enclin à ça. Et c'est la direction de C8, on vous l'a fait savoir. J'ai jamais su. Écoutez, vous savez, pendant cette polémique, C8, d'autres personnalités importantes à C8 qui veulent votre peau. Je sais pas trop. J'ai souvent entendu que c'était Cyril Hanouna, tout ça. Bon, voilà, Cyril Hanouna était furieux quand je suis parti m'exprimer sur une autre chaîne, et pour se venger, a balancé en direct, en frontal, que j'étais viré. Sauf qu'en fait, de quel droit il annonce ? Enfin, je veux dire, je ne suis pas son employé. J'étais celui de Thierry Ardisson. J'ai pas trop compris pourquoi Cyril Hanouna avait pris part à tout ça. Parce que c'est le patron de C8, réel. J'en sais rien. Est-ce que c'est un complot ? Je pense que je saurais jamais. Mais attention, je suis allé chez Quotidien m'exprimer parce que C8, et ça faut quand même le dire parce que j'en ai ras-le-bol, m'interdisait et n'a pas voulu me donner la parole sur son antenne. Donc au bout d'un moment, ça me met hors de moi. Quand j'entends encore Hanouna récemment qui raconte que nanana, C8 s'est servi de ce truc pour me virer de ma polémique parce qu'il me voulait pas et parce que je suis parti parler ailleurs, on ne m'a jamais laissé le choix de revenir chez Ardisson et de parler sur C8. Donc je suis allé ailleurs parce qu'au bout d'un moment, il fallait que je sorte de mon silence. Là, je suis en train de sortir de moi parce que ça me met hors de moi. Vous voulez attaquer C8 en justice ou pas? Non, je suis pas en contrat avec C8. De toute façon, j'étais en contrat avec Thierry Ardisson qui s'est extrêmement bien comporté, qui m'a payé jusqu'à ma dernière émission, même si j'étais plus à l'antenne. Voilà. C'est Gilles-William Goldnadel qui est dans les grandes gueules qui vous a donné un coup de main aussi dans cette histoire. Qui m'a présenté mon avocate et que j'adore, Gilles, évidemment. Alors, dernière question, David Dickens. Alors, pour la promo de ton livre Confession, tu fais le tour des plateaux de télé, des radios, tu donnes des interviews dans les journaux. Si tu avais une chose, un message que tu voulais faire passer pour créer un épilogue
de toute cette histoire et pour que tu puisses passer à autre chose, ce serait quoi? Ça serait toujours le même que j'ai dit tout à l'heure. Ne croyez pas ce que vous lisez sur Twitter. Attention à la désinformation, attention aux polémiques virales. Ne participez pas, ne retweetez pas à des choses dont vous n'avez aucune preuve de la véracité. Et puis surtout, j'ai envie de donner un message d'espoir à toutes les personnes victimes de harcèlement scolaire, mais également numérique. Ne laissez jamais personne vous détruire. Ne pensez pas que c'est vous les fautifs. Battez-vous. Personne n'a le droit de vous rabaisser. On est tous exceptionnels, tous uniques, on n'a pas le droit d'être mis comme ça à terre. Donc ne perdez jamais espoir. Si moi j'ai pu m'en sortir et qu'aujourd'hui je rebondis et que je reviens, vous le pouvez aussi, les jeunes qui me suivent, vous le pouvez, ne laissez personne vous anéantir. Battez-vous, parlez, agissez. Vas-y. La détox numérique, vous en avez parlé tout à l'heure, vous en êtes sorti. Vous avez replongé ou est-ce que vous êtes moins accro au numérique? Je suis obligé de me replonger dans les réseaux sociaux, puisque c'est mon business. Maintenant, j'en connais les dérives, j'en connais l'évolution toxique, je me comporte différemment et j'ai surtout quitté Twitter parce que mais ça peut revenir. Vous avez tweeté, voilà. Mais vous avez quitté Twitter. Oui, je n'ai pas supprimé mon compte pour pas qu'on se le réattribue, mais je pars de cette haine de cette plateforme horrible. Et attention, on me reproche souvent de cracher dans la soupe. Justement, c'est parce que j'ai une connaissance parfaite des réseaux sociaux que je peux en pointer aujourd'hui les dérives. Et c'est pas parce qu'on boit de la soupe qu'on peut pas dire qu'elle est indigeste. Ouais, merci, merci Jérém Star. La vérité, toute la vérité aux éditions Hugo Images. Merci d'être passé par le grand oral des GG. Merci. On enchaîne, GG et vous s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. GG et vous dans le public avec Juba qui est avec nous, qui est étudiant. Juba qui est malvoyant, c'est comme ça qu'on dit. Juba. Exactement. Bonjour Alain, bonjour. Bonjour. Vous voulez reparler avec David Dickens de la responsabilité de la conductrice dans l'accident de Mias, du TER avec le passage à niveau. Elle prenait des médicaments. On l'a appris. Donc on réécoute l'extrait de David et vous en discutez avec lui juste après. Je suis pas sûr que la première responsable soit la conductrice en l'espèce. Pourquoi? Justement parce que quelqu'un qui prend un traitement psychotrope depuis 7 ans peut évoquer effectivement des défaillances légitimes, ou en tout cas une non-prise de conscience de la mise en danger qu'elle provoquait. La médecine du travail et le médecin traitant sont véritablement les premiers responsables dans cette affaire. La médecine du travail, comme tu soulignes, il y a un vrai problème. Alors Juba, je vous en prie, allez-y avec David. Alors David, pardon, tends ton micro à Juba parce qu'on a un souci, le micro ne marche plus. Alors allez-y, allez-y Juba. Ouais, merci. Donc voilà, je voulais réagir par rapport à ce que disait David parce que je le trouvais vachement offensif en fait envers la médecine française qui est, si ce n'est la meilleure, l'une des meilleures dans le monde, et j'en sais un peu parce que vous le disiez, Alain, moi je suis malvoyant à la suite d'une tumeur au cerveau. J'ai d'abord été soigné en Algérie. Évidemment, la médecine algérienne n'a jamais été développée et m'a laissé presque pour mort. Et heureusement que j'ai été pris en charge ici en France par de très bons médecins. La médecine française est excellente, encore une fois je le dis. Maintenant, pour revenir sur ce cas particulier, déjà je tiens à adresser un hommage particulier aux victimes parce que ce sont elles les premières concernées dans cette affaire-là. Et pour revenir sur ce cas-là de cette conductrice, moi je veux bien qu'on accable la médecine, mais il y a une responsabilité individuelle indéniable. Cette personne-là savait que c'était une personne atteinte par des problèmes psychiques, parce que c'était quelque chose de structurel, ce n'était pas conjoncturel. On parle de 7 années. Là, tu vas peut-être me dire, David, que derrière, il y a les médecins qui ont renouvelé sans cesse ce traitement et cet accord de conduite, mais au bout d'un moment, moi je sais que je suis malvoyant, je vais pas prendre la voiture, je sais très bien que je prends la voiture, comme on dit... C'est pas une... Alors David, vas-y, le micro, réponse à Juba, vas-y, pardon pour l'histoire du micro. Alors, 2 choses. La première, c'est que tu as pu comprendre qu'on interpellait la médecine en France, c'est une erreur. Moi, par exemple, j'ai été diagnostiqué lupique, ça veut dire lupus érythémateux systémique, dès l'âge de 14 ans. Je suis sous traitement depuis l'âge de 14 ans, donc je peux te dire que la médecine française m'accompagne avec brio
depuis cet âge-là. Donc il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit de comprendre comment un médecin du travail, parce que c'est une médecine spécifique, qui est au courant du traitement pris par une patiente et qui sait quel métier elle pratique, ne fait pas le lien de causalité entre ce traitement, son état mental et la potentialité d'un accident. Ça, c'est la première des choses. Donc, il ne s'agit pas d'incriminer la médecine en général, mais bien une situation oui, mais il y a la responsabilité individuelle, dit Juba. Ensuite, pourquoi je mets je mets entre guillemets la responsabilité individuelle. On parle là de psychotropes. Donc on parle de médicaments qui te permettent de dormir, ou te permettent de te réveiller, ou d'être bien la journée, ou de combattre tes angoisses, etc. Donc tout ce traitement témoigne d'une difficulté à appréhender l'existence. Donc une pathologie, j'allais dire dépressive ou des choses comme ça. Donc quand pendant 7 ans, on prend ce traitement pour soigner cela, c'est qu'on est victime d'un mal reconnu. Quand je te disais tout à l'heure que je connaissais quelqu'un qui, sous psychotrope et en dépression, avait pris un crédit, ce crédit a été annulé quand ils l'ont réclamé, estimant qu'il n'avait pas de légitimité, tu comprends ? Non, mais moi je suis bien, mais encore une fois, moi je pense que là, moi je trouve que tu as été offensif. Je sais pas ce que vous en pensez dans le reste de la table, mais je pense que ça a été un peu le même son de cloche un peu partout, quoi. Moi j'ai entendu cette attaque envers la médecine. Mais maintenant la médecine du travail qui n'a pas fait son travail, quoi, et que la dame d'elle-même aurait dû se dire, je ne suis plus apte, vu le traitement que je prends, ce n'est plus à moi aujourd'hui à conduire, si tu veux, un bus scolaire. Elle aurait pu demander peut-être à travailler ailleurs, dans un bureau, mais plus à être la prise en charge, à conduire les enfants. Elle est malade, tu comprends ? Merci Juba, t-shirt des GG pour l'ami Juba, suite du GG, vous dans un instant en direct sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.